J'étais assis au bar avec mon bon ami Toby, célébrant ce qui allait devenir une affaire très profitable pour son entreprise et la mienne. Nous avons trinqué avec une bière et bu un grand verre lorsque nous avons entendu un grand vacarme dans une autre partie du bar. « Qu'est-ce qui se passe là-bas » demande Toby. « Je n'en ai aucune idée » répondis-je en regardant tous les deux. Nous avons vu une jeune femme blonde assise dans une cabine, entourée de plusieurs hommes assez grands. Elle était manifestement éméchée et riait très fort d'une remarque de l'un d'entre eux. Nous avons tous deux remarqué sa tenue vestimentaire. Elle portait une jupe très courte et un haut ample sans manches. À l'exception de ses longs cheveux blonds et de la rose tatouée sur son épaule, elle aurait pu passer pour ma femme, Donna. Mais je savais que ce n'était pas Donna, car elle était partie pour l'un de ses voyages d'affaires bimensuels. Ces voyages pouvaient durer de 3 à 5 jours, et je détestais qu'elle parte. Cette fois-ci, elle était à Houston pour 4 jours, où elle travaillait avec la direction d'une usine. La société pour laquelle elle travaille vend des équipements de sécurité à un certain nombre d'usines dans tout le pays, ce qui fait qu'elle est souvent en déplacement. C'est pourquoi j'ai décidé de rencontrer Toby à Oklahoma City. Je me suis dit qu'en son absence, ce serait le meilleur moment pour nous rencontrer et que cela n'interférerait pas avec ma vie de famille. Pendant que nous regardions, Blondie s'est levée et toute la bande a quitté le bar. Ils sont passés tout près de nous, elle avait les bras liés avec un homme de chaque côté, l'un noir et l'autre hispanique. Elle m'a jeté un coup d'œil en passant et j'ai pu distinguer ses yeux d'un bleu profond. Ils ont tous ri en passant et se sont dirigés vers la porte. « Ça va, Bob ?» Toby m'a demandé après leur départ. « C'est moi, au fait. » Bob Carson, responsable du développement des produits pour Ricker Industries à Denver, Colorado. J'avais été chargé de conclure un accord avec l'entreprise de Toby pour produire une nouvelle gamme de commandes de chauffage, de ventilation et de climatisation pour une nouvelle série de maisons intelligentes économes en énergie. Avec toutes les préoccupations liées à l'environnement et à l'écologie, ce projet serait bénéfique pour nos deux entreprises. La fête de ce soir était le point culminant de cet effort. J'ai dit, oui, c'est vrai. C'est juste que, cette femme me rappelle beaucoup ma femme, Donna. Elle n'est pas à Houston, demande Toby. Oui, dis-je. Mais quelque chose chez la blonde me dérangeait. Ne me demandez pas de l'expliquer. À ce moment-là, une serveuse s'est approchée de notre table. Nous avons commandé 2 autres bières, mais je l'ai arrêtée avant qu'elle ne parte. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette blonde ? Demandai-je. Oh, elle, a-t-elle répondu. Je l'ai vue ici plusieurs fois. Elle est toujours suivie par un groupe d'hommes. Vous ne cherchez pas à la rencontrer, n'est-ce pas ? Non, j'étais juste curieux, ai-je répondu. Nous avons fini notre bière et sommes sortis pour la nuit. J'ai promis de rester en contact avec Toby et je suis allé dans ma chambre pour la nuit. Une fois arrivé, j'ai essayé d'appeler Donna, mais l'appel est tombé directement sur la boîte vocale. J'ai trouvé cela plutôt étrange, puisqu'elle gardait toujours son téléphone à proximité. J'ai essayé de l'appeler à l'hôtel où elle se trouvait à Houston, mais on m'a dit qu'elle avait quitté l'hôtel tôt ce matin-là. Il n'était pas inhabituel pour Donna de combiner 2 clients en une seule visite, mais elle s'assurait toujours de me faire savoir si ses plans de voyage avaient changé. J'ai envoyé un message, « Comment vas-tu ? Tout va bien ?» J'ai reçu une réponse assez rapidement. Elle a écrit, « Fatigué. Longue journée. Je me prépare à aller au lit. »« Où es-tu » lui ai-je répondu. « À l'hôtel » a-t-elle répondu. « Ou d'autres ?»« Ou d'autres, en effet, me dis-je. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ce n'était pas le genre de Donna de me mentir. Ou bien si. Je serai à la maison vendredi soir comme prévu. À vendredi soir comme prévu. Je t'aime, a-t-elle dit dans un autre message. En lisant entre les lignes, j'ai compris que c'était son code pour « ne m'embête pas ». Je lui ai répondu « je t'aime encore plus ». Le lendemain, je suis rentré chez moi, confus. Si Donna n'était pas à son hôtel, où était-elle ? Était-elle même à Houston ou était-elle partie ailleurs ? J'ai décidé de la confronter à ce sujet lorsque je la verrai. Le vendredi arriva assez vite, et Donna était rentrée chez elle comme elle l'avait dit. En fait, elle était rentrée avant moi et sa voiture était déjà dans le garage. J'entendis la douche couler quand je montais à l'étage. Je me suis déshabillé et j'ai décidé de la rejoindre. Elle a crié « Ag » quand j'ai ouvert la porte de la douche. Je suis entré et j'ai essayé de la prendre dans mes bras, mais elle ne m'a pas laissé faire. « Qu'est-ce qu'il y a ?» lui ai-je demandé. « Je ne t'ai pas vu depuis des jours et tu agis comme si j'étais une étrangère ou quelque chose comme ça. Tu m'as fait une peur bleue, a-t-elle dit. S'il te plaît, laisse-moi finir ma douche et je serai dehors dans quelques minutes, d'accord ? Je sais détecter quand on ne veut pas de moi, alors j'ai haussé les épaules et je suis sorti. J'ai donc haussé les épaules et je suis sorti. Tu m'as manqué et je voulais juste te montrer un peu d'affection, c'est tout. Je suis sorti en trompe de la salle de bain,
Je me suis habillé et je suis descendu au rez-de-chaussée où j'ai pris une bière et je me suis assis pour regarder les nouvelles. Elle est descendue environ une demi-heure plus tard, vêtue d'une paire de pantalons coupés et d'un t-shirt. Je suis désolé de m'être emporté contre toi, dit-elle. Tu m'as manqué aussi. C'était un voyage horrible. J'ai essayé de t'appeler mercredi, ai-je dit. Où étais-tu? J'étais dans ma chambre d'hôtel, a-t-elle dit. C'est vrai? Alors pourquoi m'a-t-on dit que tu étais parti tôt ce matin-là? Je suis désolé, j'ai oublié de vous le dire, a-t-elle dit. Il y avait une fuite dans la salle de bain et le sol était mouillé. Il n'avait pas d'autre chambre pour moi, alors je suis allé dans un autre hôtel. J'aurais dû te le dire. Je m'inquiétais pour toi et j'avais une bonne nouvelle pour toi, lui ai-je dit. Oh? Qu'est-ce que c'est? Tu sais, cette entreprise d'Oklahoma City avec laquelle nous avons essayé de travailler, lui ai-je demandé. Je m'y suis rendu pendant que tu étais à Houston et j'ai rencontré le directeur financier. Nous avons réussi à conclure un accord et nous avons maintenant la possibilité de gagner beaucoup d'argent. Si tout se passe bien, je toucherai une grosse commission et nous pourrons commencer à penser à une famille. Vous étiez à Oklahoma City il y a 2 jours, demanda-t-elle. J'ai senti une certaine appréhension dans sa voix. Oui, j'y étais. Pourquoi? Tu ne m'avais pas dit que tu y allais, dit-elle. C'était un coup de tête. Toby m'a dit qu'il était disponible, alors j'ai pris l'avion et je l'ai rencontré, j'ai passé la nuit là-bas et je suis rentré à la maison. J'ai pensé que tu étais à Houston et que je ne te manquerais pas. J'ai essayé de t'appeler pour te prévenir, mais je n'ai pas réussi à te joindre. Puis j'ai appelé l'hôtel et ils m'ont dit que tu étais parti tôt ce matin-là. Je suis désolé, dit-elle. J'aurais dû te le dire, mais je ne voulais pas te déranger. Ça n'aurait pas été un problème, ai-je répondu. De toute façon, j'ai aussi des nouvelles pour toi, a-t-elle dit. Oh? Mon territoire s'est agrandi. Je remplace l'un des autres représentants qui s'en va. Cela signifie que je vais voyager encore plus. Peut-être même 4 ou 5 jours par semaine, dit-elle. 4 ou 5 jours par semaine? Chaque semaine, ai-je demandé, choqué. Je n'ai presque jamais l'occasion de te voir. Combien de temps cela va-t-il durer? Je ne sais pas. Jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un pour le remplacer. Ça pourrait être pour les 3 prochains mois. Putain de merde, dis-je. Quand est-ce que ça commence? Lundi. Je pars lundi matin pour Miami. Quand l'as-tu appris, lui ai-je demandé. Hier soir, quand je suis arrivé au bureau. Formidable. Nous avons dîné, regardé la télévision, puis nous sommes allés nous coucher. Je voulais passer le plus de temps possible avec elle avant qu'elle ne parte pour Miami, alors nous sommes sortis danser samedi soir. Nous avons fait la grasse matinée le dimanche et avons passé la majeure partie de la matinée au lit à discuter. Elle s'est finalement levée vers 1h du matin pour commencer à faire ses valises. Je me suis levé avec elle et j'ai fait mon travail de jardinage habituel du week-end. Ce soir-là, nous sommes allés manger une pizza et avons terminé la journée ensemble. Elle m'a embrassé en partant pour l'aéroport le lundi matin. Elle m'a dit, garde ça bien au chaud pour moi, en passant ses mains sur le devant de mon pantalon. J'y compte bien, lui ai-je répondu en l'embrassant fougueusement. Je l'ai regardé partir, puis je suis allé travailler. Elle m'a appelé tous les soirs pour me dire qu'elle allait bien. À son retour, nous avons passé le week-end ensemble. Les choses ont continué ainsi pendant environ 4 semaines. Puis c'est arrivé. C'était lundi matin, et je venais de finir ma première tasse de café en arrivant au bureau. Donna était partie pour New York le dimanche, me disant qu'elle devait y être tôt le lundi matin. Elle m'a également dit que ce voyage devait durer au moins 5 jours, peut-être plus. Je n'étais pas très content, mais elle m'a assuré que tout allait bien et que nous récolterions les bénéfices si tout se passait bien. Après avoir pris ma 2e tasse de café, je suis retourné à mon bureau. J'ai ressenti une forte envie d'uriner et je suis allé dans les toilettes pour hommes. C'est alors que j'ai ressenti une douleur comme je n'en avais jamais ressenti auparavant. C'était comme si mon corps était en feu. Je me suis souvenu d'avoir entendu des hommes parler de la claque quand j'étais au service, et j'ai compris que Donna m'avait donné quelque chose. J'ai dit à ma secrétaire que je devais aller voir mon médecin et j'ai quitté le bureau. Le docteur Brown était mon médecin traitant depuis que j'avais quitté l'armée, et je savais qu'il tirerait rapidement les choses au clair. Après avoir prélevé des échantillons et effectué des tests, il est revenu avec la nouvelle. Je suis désolé, Bob, mais vous avez un cas de gonorrhée, m'a-t-il dit. Il m'a fait une piqûre d'antibiotiques et m'a donné une pilule. Puis il a commencé à me poser des questions sur ma vie privée, combien de personnes ai-je fréquenté, ce genre de choses. Je lui ai dit, je n'ai été qu'avec une seule personne au cours des 7 dernières années. Ma femme, Donna. J'étais marié à Donna depuis 6 ans, mais j'avais été exclusif avec elle pendant 1 an avant notre mariage. Il m'a regardé avec une expression triste sur le visage.
Vois, a-t-il dit. Elle doit voir son médecin dès que possible. Il m'a donné une feuille de papier avec des instructions qu'il m'a dit de suivre. Parmi ces instructions, il y avait l'interdiction de toute relation intime pendant 2 semaines. Pas de problème, il était hors de question que je touche Donna à nouveau. Après m'avoir tout expliqué, il m'a renvoyé chez moi. J'ai payé mon ticket modérateur et je suis parti. Une fois arrivé à ma voiture, j'ai appelé mon patron et lui ai donné la version abrégée de ce qui se passait. Il avait lui-même divorcé et savait ce que je vivais. Il m'a donc donné quelques jours de congé pour que je puisse maîtriser la situation. Je devais savoir ce que faisait ma femme et avec qui elle le faisait. J'ai donc fait une recherche et j'ai trouvé un détective privé que j'ai appelé. Hammer Investigation, comment puis-je vous aider, me demande une voix féminine amicale. Je me suis présenté et j'ai demandé un rendez-vous. La réceptionniste m'a dit que je pouvais entrer maintenant si je voulais voir un enquêteur. C'est ce que j'ai fait, et je lui ai donné mon nom. Très bien, Monsieur Carson, Monsieur Hammer vous recevra à votre arrivée. J'ai trouvé le bureau, qui était situé dans un parc d'affaires pittoresque, pas très loin du cabinet du médecin. Je m'attendais presque à une arrière-salle enfumée, et j'ai été agréablement surpris en entrant dans un bureau bien aménagé. Je me suis présenté à la réceptionniste. Monsieur Hammer vous attend, me dit la jeune femme avec un grand sourire. Suivez-moi. Je n'ai pu m'empêcher d'admirer son attitude professionnelle tandis qu'elle marchait, ses longs cheveux ondulant à chaque pas. Elle frappa à une porte et l'ouvrit, me faisant entrer. Un homme de grande taille, au torse bombé, s'est levé et m'a serré la main. James Hammer, dit-il en me serrant la main. Je vous en prie, asseyez-vous. Voulez-vous quelque chose à boire? Un café? Du thé? Non, ça va, mais merci quand même, lui ai-je répondu. Après le départ de la réceptionniste, James s'est tourné vers moi. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui, Monsieur Carson? Il a écouté et pris des notes pendant que je lui racontais ce qui s'était passé jusqu'à présent. Avez-vous déjà parlé à un avocat? Non, pas encore, ai-je répondu. Il a hoché la tête. Il se trouve que nous travaillons pour un certain nombre d'avocats de la région, m'a-t-il dit. Si vous le souhaitez, je peux vous en recommander un. Ce serait formidable, merci, ai-je répondu. Vous dites que votre femme est à New York? J'ai hoché la tête. Va-t-elle ailleurs cette semaine? Je ne sais pas, ai-je répondu. Elle n'a jamais parlé d'aller ailleurs. Je peux appeler son bureau pour le savoir. Pourquoi tu ne le fais pas? J'ai sorti mon téléphone, j'ai trouvé le contact de son bureau et j'ai appelé. Après quelques sonneries, j'ai entendu la voix de sa réceptionniste, Janice Billings. J'ai demandé à être mis en relation avec l'assistante de ma femme, Patricia Holder. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu la voix de Patricia. Bonjour Pat, c'est Bob Carson. Je me demandais si vous pouviez me donner quelques informations concernant l'itinéraire de ma femme, ai-je dit. Elle me le laisse habituellement lorsqu'elle part en voyage, mais il semble que je l'ai perdue. Je suis désolé, Monsieur Carson, mais Madame Carson ne travaille plus ici, a-t-elle dit. Elle ne vous l'a pas dit? Me dire quoi? Elle a démissionné il y a environ 1 mois, dit Patricia. Je suis surprise qu'elle ne vous ait rien dit. Elle n'a rien dit à propos de sa démission, ai-je dit. A-t-elle dit pourquoi elle démissionnait? Elle a parlé d'une opportunité de gagner plus d'argent en faisant ce qu'elle aime le plus, m'a dit Patricia. Elle vous a dit le nom de l'entreprise pour laquelle elle travaille, Patricia? Non, elle ne l'a pas fait, a dit Patricia. Je suis désolé, Monsieur Carson, mais je n'ai aucune information à vous communiquer. Ce n'est pas grave, Patricia, ai-je dit. Merci quand même. Nous avons mis fin à l'appel et j'ai raconté à James ce que Patricia avait dit. Intéressant, a-t-il dit. C'est alors que j'ai compris. Il y a quelques mois, j'avais installé une application de recherche de téléphone sur son téléphone après qu'elle l'ait perdu lors d'un précédent voyage. Heureusement, le téléphone avait été retrouvé et remis par l'un des employés de l'hôtel et Donna avait pu le récupérer avant de prendre son vol de retour. À son retour, j'ai installé l'application sur son téléphone au cas où elle le perdrait à nouveau. J'ai lancé l'application et j'ai attendu qu'elle signale l'emplacement de son téléphone. D'après l'application, son téléphone se trouvait au Courtyard New York Manhattan. Elle m'a dit qu'elle séjournait au Times Square Edition à Manhattan. Pourquoi était-elle dans un autre hôtel? J'ai montré à James ce que mon application indiquait et il en a pris note. Puis je me suis souvenu de la nuit où j'étais avec Toby. Et si elle portait un déguisement? J'ai demandé. Est-ce que vos gars seraient capables de la traquer alors? Nous avons des moyens de contourner ce problème, a-t-il répondu. Vous pensez que votre femme pourrait être déguisée? Je lui ai parlé de la femme que j'avais vue la nuit où j'étais avec Toby. Il a réfléchi un peu avant de répondre. Il me semble que c'est plus qu'une simple situation d'infidélité.
Il est évident que votre femme vous cache quelque chose, monsieur Carson. Et elle s'est donné beaucoup de mal pour vous tenir dans l'ignorance. J'ai des collègues à New York et dans d'autres villes qui travaillent pour moi de temps en temps. Je peux les mettre sur l'affaire, mais cela coûtera plus cher. J'ai besoin de savoir ce qu'elle fait, ai-je dit. Mettez-les sur l'affaire, s'il vous plaît. J'ai envoyé à James des photos de Donna. Il a accusé réception de mes photos, puis m'a tendu des documents à remplir. Je vais m'en occuper, a-t-il dit. Et je vais faire en sorte qu'elle soit vue à New York. Cela prendra probablement quelques jours, mais nous irons au fond des choses. Je vous appellerai quand j'aurai un rapport prêt pour vous. Il m'a tendu une carte sur laquelle on pouvait lire « Robin Hawkins, avocate ». J'ai regardé la carte et je l'ai mise dans ma poche. C'est l'avocate la plus méchante qui soit, a dit James. Les requins traversent la route quand ils la voient arriver, si vous voyez ce que je veux dire. Je te conseille de l'appeler tout de suite. Dites-lui que vous m'avez parlé. Si vous voulez, je m'assurerai qu'elle reçoive une copie complète de mon rapport. Merci, j'apprécie, ai-je dit. Sur ce, nous avons mis fin à notre réunion, nous nous sommes levés et nous nous sommes serrés la main. J'ai remis les documents à la réceptionniste et je l'ai laissé avec un acompte important. En quittant le bureau, j'ai sorti la carte que James m'avait donnée et j'ai appelé. Robin n'était pas disponible, mais j'ai réussi à obtenir un rendez-vous pour 8 heures mercredi matin. C'est parfait. J'ai ensuite pris le chemin de la maison. J'ai pensé à appeler ou à envoyer un SMS à Donna, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Par le passé, elle m'avait toujours appelé lorsque son activité professionnelle quotidienne était terminée, alors j'ai décidé de jouer le jeu et de lui faire croire que je ne savais rien. J'ai toutefois décidé de jeter un coup d'œil à sa paperasse, qu'elle gardait enfermée dans le tiroir de son bureau. La serrure de son bureau était munie de 2 clés, les mêmes que les miennes. Elle avait une clé, et moi aussi, tout comme elle avait une clé de mon bureau. Il fut un temps où je n'aurais jamais envisagé de violer sa vie privée. Mais c'était avant qu'elle ne mente et ne brise ma confiance. J'ai ouvert le tiroir et j'ai regardé les dossiers bien rangés à l'intérieur. Donna était très douée pour l'organisation, et elle aimait tout garder. C'était une fois que j'étais content qu'elle le fasse. J'ai commencé à chercher et j'ai trouvé un épais dossier rempli de relevés bancaires. Ils provenaient tous d'une banque que nous n'utilisions pas. Je me suis alors souvenu qu'elle avait un compte séparé lorsque nous nous sommes mariés. Je pensais qu'elle avait fermé son ancien compte lorsque nous avons ouvert le compte commun peu après notre mariage, mais apparemment ce n'était pas le cas. Il y avait des relevés datant d'au moins 1 an avant notre mariage. Le plus récent, daté d'un peu plus de 3 semaines, affichait un solde de plus de $500 000. Je me suis demandé ce qui se passait. J'ai regardé les relevés et j'ai vu un certain nombre de dépôts assez importants provenant d'une société appelée Stanton Enterprises. Je n'avais jamais entendu parler de cette société auparavant et j'ai pris note de vérifier. J'ai également vu des retraits pour des vêtements de luxe, des bijoux, des perruques, des chambres d'hôtel et des billets d'avion. L'un des billets concernait un vol aller-retour entre Houston et Oklahoma City. En regardant la date, j'ai vu que le billet avait été acheté quelques jours avant ma rencontre avec Toby. Est-ce possible? La femme que j'ai vue dans ce bar était-elle vraiment Donna déguisée? En cherchant plus loin, j'ai trouvé 3 paiements à des cliniques de planning familial. Le premier date d'environ 1 an après notre mariage. Le deuxième a eu lieu 1 an et demi plus tard et le troisième quelques années après. J'avais besoin d'en savoir plus, alors j'ai cherché plus loin. J'ai trouvé un dossier contenant de nombreux reçus et relevés de divers médecins et cliniques. Le premier de la pile provenait du médecin qu'elle avait consulté peu de temps avant de partir pour son voyage actuel. D'après ce document, elle avait été testée et traitée pour une MST. J'ai trouvé 3 reçus de différentes cliniques pour un curetage. Je savais à quoi ils servaient. Depuis notre mariage, elle avait subi pas moins de 3 avortements et ne m'avait jamais dit qu'elle était enceinte. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Mais ce n'est pas tout. J'ai trouvé un dossier rempli de formulaires fiscaux. Il y a environ 3 ans, Donna avait insisté pour que nous fassions des déclarations d'impôts séparées. Elle craignait que ces primes et commissions ne nous fassent passer dans une tranche d'imposition beaucoup plus élevée. Nous sommes restés longtemps sur cette question, mais j'ai fini par céder. Je sais maintenant pourquoi elle voulait faire cela. En plus de ces formulaires 1040, qui montrent qu'elle gagne beaucoup plus qu'elle ne le laisse entendre, j'ai trouvé des formulaires 1099 d'une société appelée Stanton Enterprises. Le plus récent montre qu'elle a reçu une somme d'argent importante de cette société. Mais pourquoi faire exactement? Le contenu d'un autre dossier m'a fourni un indice. J'y ai vu ce qui ressemblait à des formulaires de consentement signés et à un contrat entre Donna et Stanton Enterprises. Je n'ai pas compris tout le jargon juridique, mais j'ai pu saisir l'essentiel du document. Il semble que Donna ait accepté d'apparaître dans au moins 5 longs métrages vidéo chaque année pendant 5 ans.
Le document a été signé, notarié et daté d'un peu plus de 3 ans. À côté de la signature de Donna, il y avait celle d'un certain Harold Stanton, président-directeur général de Stanton Enterprises. J'ai apporté les dossiers à notre photocopieuse et j'ai fait des copies de tout, que j'ai placé dans un autre dossier que j'ai apporté à l'avocat. J'ai scanné les documents les plus compromettants pour en faire un fichier PDF que j'ai sauvegardé sur une clé USB. J'avais l'intention d'envoyer ces documents par courrier électronique à James. J'ai tout remis dans son tiroir, je l'ai refermé et je l'ai verrouillé. J'estimais que j'avais plus que suffisamment de preuves, mais j'avais besoin d'un peu de contexte pour tout cela. M'avait-elle trompé pendant toute la durée de notre mariage? Et d'où venait tout cet argent supplémentaire? Je n'avais pas accès à ses courriels ni à ses SMS, ce qui me désavantageait. J'ai envoyé les fichiers à James par courrier électronique, puis je l'ai appelé pour le mettre au courant. Il m'a remercié et m'a dit qu'il les mettrait dans la balance et qu'il verrait ce qu'il pourrait trouver. Ensuite, je suis monté dans notre suite principale. Nous avions chacun un placard et je restais généralement à l'écart du sien, toujours par respect pour sa vie privée. Je suis entré dans son placard et j'ai commencé à fouiller. J'ai trouvé plusieurs sacs de vêtements contenant des robes moulantes et d'autres tenues plus adaptées aux boîtes de nuit qu'à toute autre chose. J'ai également trouvé 2 perruques, dont l'une ressemblait à celle que j'avais vue sur la femme d'Oklahoma City. Elle avait aussi un de ces petits ensembles de tiroirs en plastique que l'on peut empiler. J'ai regardé dans les tiroirs et j'ai vu des petites boîtes. En les ouvrant, j'ai trouvé des lentilles de contact. Je n'ai jamais su que Donna portait des lunettes ou des lentilles de contact, mais j'ai remarqué quelque chose d'étrange à leur sujet. En y regardant de plus près, je me suis rendu compte qu'il s'agissait de lentilles cosmétiques, conçues pour changer la couleur des yeux du porteur. J'ai également trouvé un petit livret qui semblait contenir des tatouages temporaires. L'un d'eux ressemblait à la rose que j'avais vue sur la femme en Oklahoma. Bon sang, me suis-je dit. Jusqu'où Donna était-elle allée pour me berner? Qui est cette femme avec laquelle je suis marié? En creusant davantage, j'ai trouvé une boîte dans un coin qui contenait un DVD dans un boîtier en plastique. Je l'ai sorti et j'ai vu qu'il était écrit, au marqueur noir, Didi and the Boys, volume 1, Refoutage, Didi et les garçons, volume 1, images brutes. Qu'est-ce que c'était que ça? Je suis descendu, j'ai mis le DVD dans le lecteur et j'ai allumé la télévision. J'ai démarré le lecteur et j'ai remarqué ce qui ressemblait à un banc étroit et rembourré dans une pièce sombre. Il y avait une date dans le coin inférieur droit, ce qui indiquait que la vidéo avait été réalisée il y a environ 3 ans. Intéressant, me suis-je dit. Le banc était baigné d'une lumière vive. J'ai vu Donna s'approcher du banc, vêtue d'une courte robe de soleil. Elle portait également une longue perruque rousse, sans doute pour tenter de dissimuler sa véritable identité. J'ai entendu une voix masculine bourrue en arrière-plan. Vous êtes à l'heure. Vous êtes à l'heure. Maintenant, déshabille-toi, a ordonné la voix masculine. Oui, monsieur, dit Donna en hochant la tête. Elle déboutonne sa robe, fait glisser les bretelles de ses épaules et laisse la robe tomber sur le sol. Elle était totalement nue en dessous. Un homme de grande taille s'est approché d'elle et l'a inspectée comme s'il s'agissait d'un morceau de viande. Je vois que vous êtes marié, dit-il en levant la main gauche de la jeune femme. La caméra a fait un zoom sur sa main et j'ai vu les bagues que j'avais mises à ses doigts lorsque nous nous sommes mariés. Oui, monsieur, je suis marié, dit-elle. Votre mari sait-il ce que vous êtes en train de faire? Il le sait, a-t-elle répondu. Il est d'accord, a demandé l'homme. Donna fait un signe de tête. Oui, monsieur, il est d'accord, lui dit-elle. Il sait qu'il ne pourra jamais me satisfaire, alors il m'a dit que je pouvais trouver quelqu'un pour me satisfaire. Quoi? Ai-je crié à la télévision? Je n'ai jamais rien dit de tel. Puis je me suis dit que c'était peut-être un scénario qu'elle était censée suivre. D'accord, monte sur le banc, a-t-il dit. Donna s'est exécutée et a grimpé sur le banc rembourré. Tu aimes ça, n'est-ce pas, a-t-il demandé. Oui, monsieur, dit-elle. Quel est le problème avec ce « monsieur » me suis-je demandé. Je n'avais jamais pensé que Donna était soumise. Alors, il est temps pour vous de rencontrer le reste de l'équipage, a dit l'homme en faisant un signe de la main. Bientôt, un certain nombre d'hommes l'entourent. Qu'en pensez-vous, les gars, demanda-t-il. Il me semble que c'est une bonne chose, dit un homme de forte carrure. Et en plus, elle est mariée, dit le premier homme. Pourquoi ne pas la renvoyer chez elle avec un beau cadeau pour son mari? Les autres ont ri et tout le monde a jeté sa serviette. J'ai aussi vu le regard de Donna qui considérait tous les hommes en face d'elle. J'ai secoué la tête comme pour lui dire non, mais je me suis rendu compte que j'avais compris. Lorsqu'ils ont tous terminé, Donna s'est allongée sur le banc. J'ai cru que j'allais être malade. Alors, les garçons, qu'en pensez-vous? A demandé le premier homme après qu'ils aient tous eu leur tour. On la garde? Oui, gardons-la,
a dit l'un des hommes. Le premier homme a posé une feuille de papier sur le banc et lui a tendu un stylo. Signe ici, dit-il. Cela fait de toi la nôtre. À partir de maintenant, tu es à notre disposition. C'est compris? Oui, monsieur, dit Donna en écrivant sur le papier. Je pouvais voir qu'il n'y avait rien sur le papier, mais cela n'avait pas d'importance. Une fois cette scène terminée, la caméra a fait un zoom sur son visage, qui était enduit d'une substance quelconque. Elle a souri en levant son annulaire et en a essuyé une partie avec son annulaire, enduisant ses bagues. Elle l'a léché et a souri à la caméra. Désolé, mon mari, dit-elle. Je suis la leur à partir de maintenant. Au revoir, au revoir. La vidéo est devenue noire et j'ai éjecté le DVD. Dire que j'étais choqué serait un euphémisme. J'étais dévasté. J'ai pleuré, crié et hurlé. Comment avait-elle pu me faire ça, nous faire ça? À ce moment-là, j'ai réalisé que l'amour que j'avais pour elle avait disparu, remplacé par une haine brûlante. Je voulais qu'elle disparaisse, qu'elle sorte de ma vie pour toujours. Il fallait que je sorte de là, je me suis donc lavé et je suis allé au Hitching Post, un bar et un grill où j'aimais parfois me rendre. J'ai commandé une bière et un hamburger et je me suis assis pour réfléchir à ce qui avait mal tourné dans mon mariage. Je me suis creusé la tête pour essayer de comprendre ce que j'avais fait pour que Donna fasse ce qu'elle faisait. Je l'ai toujours traitée avec gentillesse et respect. Je l'ai comblée d'amour dès que nous avons été ensemble, lui achetant souvent des fleurs ou des cartes sans autre raison que de lui dire que je l'aimais. Je pensais que notre relation était satisfaisante. Je sais que j'étais satisfait et qu'elle semblait l'être aussi. Jamais je n'ai songé à la tromper. Je ne l'aurais jamais blessée de la sorte. Alors pourquoi fait-elle cela? J'ai fini mon hamburger et j'ai regardé l'heure, 16 heures. J'ai eu une idée, j'ai appelé le bureau de Robin Hawkins. Après ce que j'avais découvert, je savais que je deviendrais fou jusqu'à ce que je puisse entamer le divorce. J'ai écouté la réceptionniste faire son baratin, puis j'ai fait ma demande. Laissez-moi regarder, monsieur Carson, dit-elle. Il semble qu'il y ait eu une annulation et que madame Hawkins soit disponible à 8 heures demain matin. Cela vous conviendrait-il? Absolument, lui ai-je répondu. Très bien, je modifie votre rendez-vous dès maintenant et elle vous recevra demain matin à la première heure. Merci, lui ai-je dit. À tout à l'heure. Je me suis senti un peu mieux. Peu après cet appel, mon téléphone a sonné, c'était Donna. J'ai hésité à répondre, mais j'ai décidé de le faire. Oui, ai-je dit en décrochant. Bob, c'est moi, Donna, dit-elle, un peu choquée par mon accueil abrupt. Tu vas bien? Pas vraiment, Donna, ai-je répondu. J'ai passé une très mauvaise journée. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un peu tôt pour toi, non? Eh bien, pas si tôt que ça, a-t-elle dit. Je suis à New York, tu sais. Je voulais juste te dire que j'allais dîner et que j'aurais des clients ce soir. Merci de m'avoir prévenu, ai-je dit. Comment ça se passe? Très bien, en fait, dit-elle. L'affaire que nous sommes en train de mettre au point a l'air d'être vraiment bonne pour nos résultats. C'est une bonne chose, lui ai-je dit. Bob, tu es sûr que ça va? A-t-elle demandé, l'air inquiet. Je suis un peu inquiète. Tu n'as pas l'air d'être toi-même. Je ne me sens pas très bien en ce moment, ai-je répondu. En fait, ce n'était pas un mensonge, le fait de penser à elle en ce moment me donnait la nausée. Je suis désolé, est-ce que je peux faire quelque chose? Peut-être me laisser tranquille, me suis-je dit. Non, il n'y a rien que tu puisses faire, ai-je répondu. Je vais me coucher un peu plus tôt. Si je me sens encore mal demain, j'irai peut-être voir quelqu'un. Eh bien, vas-y et prends soin de toi, dit-elle. Je veux que tu sois en parfaite santé à mon retour. Tu me manques, tu sais. Oui, j'ai dit. Je t'aime, a-t-elle dit, signalant la fin de l'appel. Moi aussi, lui ai-je dit avant de mettre fin à l'appel. Je me demandais si elle avait compris que je ne lui avais pas dit que je l'aimais aussi, mais je me fichais bien de savoir si elle l'avait compris ou non. J'ai fini mon hamburger et je suis rentré chez moi, où je me suis allongé sur le canapé et j'ai regardé la télévision jusqu'à ce que je m'endorme. Je me suis réveillé tôt le lendemain matin, j'ai fait du café, j'ai pris une douche, je me suis habillé et j'ai pris tout ce dont j'avais besoin pour mon rendez-vous avec Robin. Je suis arrivé quelques minutes avant 8 heures et on m'a fait entrer. Robin s'est levée et m'a serré la main. Elle semblait avoir à peu près mon âge, avec de longs cheveux noirs ondulés. Bonjour, monsieur Carson, dit-elle. Que pouvons-nous faire pour vous aujourd'hui? Je lui ai dit tout ce que je savais et j'ai posé sur son bureau un grand dossier contenant toutes les preuves que j'avais trouvées jusqu'à présent. Robin l'a parcouru, ses yeux s'écarquillant au fur et à mesure qu'elle scannait les documents. Lorsqu'elle a terminé, elle a posé le dossier et m'a regardé. J'ai cru comprendre que vous aviez déjà parlé à monsieur Hammer. Oui, j'ai répondu.
Et je lui ai également fourni certaines de ces informations. Il m'a dit qu'il avait des collègues à New York et qu'il garderait un œil sur elle là-bas. Bien, dit-elle. Qu'est-ce que vous cherchez à obtenir? Tout, ai-je répondu. Je veux qu'elle sorte de ma vie. Je veux garder ma maison, ma retraite, mes revenus, tout. En ce qui me concerne, elle peut avoir le demi-million sur son compte, sa retraite et ses biens personnels. Je ne veux pas lui donner un centime de pension alimentaire. En regardant les comptes, il semble qu'elle gagne beaucoup plus que vous, a dit Robin. Je ne pense pas qu'il y ait de problème avec la pension alimentaire. Le tribunal peut vous ordonner de vendre la maison et de lui donner la moitié du produit de la vente, ainsi qu'une partie de vos biens communs, mais je ferai de mon mieux pour minimiser cela. Heureusement, dans cet état, vous pouvez invoquer l'adultère et, une fois que celui-ci est prouvé, la plupart des juges s'en servent pour le partage des biens. Je vais voir avec James ce qu'il a dans le ventre et je trouverai une solution. Quand revient-elle? Dimanche après-midi, lui ai-je dit. C'est parfait. J'aurai tout le temps de préparer le dossier et de le déposer au tribunal, dit-elle. Elle m'a tendu une carte de visite au dos de laquelle elle avait inscrit son numéro de portable personnel. Elle m'a également tendu un papier contenant une série d'instructions. Si quelque chose arrive, n'hésitez pas à me contacter. Ne faites rien d'irréfléchi. Je vous appellerai quand les papiers seront prêts à être signifiés. Je l'ai remerciée. Elle a souri et s'est levée, signalant la fin de la réunion. Nous nous sommes serrés la main et j'ai quitté le bureau, en m'arrêtant à la réception pour laisser un acompte. Les 2 jours suivants ont été calmes. Ma routine était la même, me lever, aller au travail, rentrer à la maison, manger, me coucher. Mon patron m'a dit que je pouvais prendre mon congé, mais j'étais impatient et je ne pouvais pas rester à la maison sans rien faire. Le jeudi après-midi, j'ai reçu un appel de Robin, me demandant si je pouvais la rencontrer avec James à son bureau le lendemain matin. J'ai accepté et j'en ai parlé à mon patron, qui m'a donné congé le vendredi. Le soir même, j'ai reçu un appel de Donna. Je voulais juste te dire que tout se passe comme prévu et que je serai à la maison dimanche après-midi, m'a-t-elle dit. C'est bon à savoir, ai-je répondu. À quelle heure penses-tu rentrer? Je prendrai un Uber à l'aéroport et je devrais être à la maison vers 13h, m'a-t-elle dit. Nous pourrons alors faire la fête. Ça te paraît bien? Oui, c'est vrai, ai-je répondu. D'accord, ma chérie, a-t-elle dit. Je te verrai à ce moment-là. J'espère que tu as pris tes vitamines. Cela m'a fait rire. Ça a l'air bien, ai-je dit. À tout à l'heure. Nous avons mis fin à l'appel et je me suis assis avec un sourire. Oh oui, quelqu'un va avoir ce qu'il mérite, me suis-je dit. Le lendemain, je me suis présenté au bureau de Robin quelques minutes avant l'heure prévue pour la réunion et on m'a immédiatement conduit dans une salle de conférence. J'ai serré la main de James et de Robin et on m'a présenté 2 grands hommes en costume sombre. Bob, voici l'agent Smith et l'agent spécial Jones, m'a dit Robin. Ils travaillent tous les 2 pour le FBI. FBI? Ai-je demandé. Pourquoi le FBI est-il impliqué? Nous y reviendrons, dit Robin. S'il vous plaît, asseyons-nous et parlons-en. Nous nous sommes assis et Robin a sorti les papiers du divorce. Ils ont été déposés au tribunal hier après-midi. Je les ai rédigés comme vous l'aviez demandé. Vous avez dit que votre femme devait rentrer à la maison demain à 13h, n'est-ce pas? Oui, c'est exact, ai-je répondu. Bien, dit-elle en remettant les documents à James. James les lui remettra à ce moment-là. Il est aussi notaire, donc il pourra être témoin de sa signature si elle signe. Je pense qu'elle le fera une fois qu'elle aura pris conscience de sa situation. James ouvre sa mallette et y dépose les documents. Puis il a sorti un classeur épais et une pile de DVD qu'il a posés sur la table. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ai-je demandé. C'est mon rapport final, dit James. Il m'a tendu la photo d'un homme à l'allure plutôt louche et aux cheveux gominés. Qui est-ce? Ai-je demandé. Il s'appelle Harold Stanton, dit James. Et tu as raison. Il fait passer des personnages louches pour des boy scouts. Il dirige une chaîne nationale de clubs depuis son siège de Richmond, en Virginie. Il est également très impliqué dans l'industrie du divertissement pour adultes. C'est un personnage haut en couleur. Il y a quelques années, il s'est présenté aux élections législatives et a été sèchement battu. Il a fait sensation sur les réseaux sociaux avec ses coups de gueule. Il y a environ 5 ans, il a créé une organisation masculine exclusive. Les conditions d'adhésion étaient très simples. Tout ce qu'un homme devait faire était de payer une cotisation de $5000 et d'avoir les bons attributs physiques, explique James. Cette organisation a des sections dans plusieurs villes du pays. Ils se réunissent 1 ou 2 fois par mois pour des rencontres. Parfois, ils recrutent des femmes locales. D'autres fois, Stanton s'arrange pour que quelqu'un y participe. Votre femme était l'une des premières femmes qu'il a recrutées.
Mais cela signifierait. Oui, votre femme a fait cela pendant au moins les 5 dernières années, dit James. Bon sang, dis-je. Comment a-t-elle réussi à faire ça avec ses voyages professionnels? D'après ce que nous avons pu déduire de ces conversations, elle prolongeait ses voyages d'1 ou 2 jours, a expliqué James. Elle participait à événements, puis prenait un jour ou 2 pour nettoyer et récupérer. Elle pensait qu'après quelques jours, elle aurait suffisamment récupéré pour que vous ne remarquiez aucun changement chez elle. Quelle fourbe, me dis-je. Pendant tout ce temps, je n'ai jamais compris. Elle faisait tout pour que tu ne découvres pas son autre vie, dit James. Elle se déguisait souvent, utilisant des perruques, des tatouages temporaires et des lentilles de contact pour changer la couleur de ses yeux. Elle savait que vous respectiez suffisamment sa vie privée pour ne pas fouiller dans son placard, alors elle a pu cacher les outils de son métier, pour ainsi dire. C'était vrai, pensais-je en me rappelant tous les objets que j'avais trouvés dans son placard et dans le tiroir de son bureau. Mais James n'avait pas fini. Il y a environ 3 ans, Stanton a décidé de gagner un peu d'argent grâce à certains événements et a commencé à les filmer pour les vendre. Tous ceux qui acceptaient de participer recevaient une petite partie des droits d'auteur, a-t-il déclaré. Votre femme a accepté de participer et a signé un contrat à durée indéterminée dans lequel elle s'engageait à réaliser 5 vidéos par an. Jusqu'à présent, elle a réalisé 15 longs métrages pour Stanton, ajoute-t-il en montrant la pile de DVD. Stanton a publié des extraits de ses vidéos en tant que publicité sur un certain nombre de sites, a déclaré James. Jusqu'à présent, ces clips ont été visionnés et téléchargés des centaines de milliers de fois. Les attributs de votre femme sont désormais bien connus. Mais ce n'est pas tout. Il y a environ 1 mois, Stanton a embauché votre femme à temps plein. En plus de son rôle d'artiste, elle a été chargée de recruter et de former d'autres personnes pour faire ce qu'elle fait, explique James. Je suis resté assis en état de choc pendant que j'absorbais ce que James me disait. Alors, quelle est la place du FBI dans tout cela? Ai-je demandé. L'agent spécial Jones prend la parole. Vous vous souvenez de l'affaire de la secte qui a impliqué une actrice il y a quelques années, demande l'agent Jones. Oui, je me souviens de quelque chose à ce sujet, ai-je répondu. Le leader a été condamné à une lourde peine de prison si je me souviens bien. Oui, il a été condamné à 120 ans de prison, dit Jones. Nous pensons qu'il se passe quelque chose de similaire avec votre femme et Stanton. Nous ne pouvons pas rentrer dans les détails pour l'instant, mais nous allons devoir placer votre femme en garde à vue. Votre coopération dans cette affaire serait grandement appréciée. Bien sûr, je ferai tout ce que je peux pour vous aider. Si Donna était impliquée dans une telle affaire, il était hors de question que je reste les bras croisés. Que suggères-tu que nous fassions? Nous avons discuté de stratégie pendant près d'1 heure. J'ai écouté Smith et Jones exposer ce qu'ils voulaient faire et le reste d'entre nous a apporté sa contribution. Finalement, nous nous sommes mis d'accord sur un plan d'action. Très bien, monsieur Carson, dit Jones en se levant. Nous nous verrons dimanche. Ça me paraît bien, agent Jones, ai-je dit en lui serrant la main. Nous avons fait nos adieux et je les ai regardés partir. Je suis vraiment désolé pour tout ça, Bob, dit Robin. Je dois admettre que cette affaire est exceptionnelle. Je n'ai jamais rien vu de tel. J'ai du mal à croire qu'elle m'ait trompé aussi longtemps, ai-je dit. J'ai l'impression d'être un idiot pris au Kentucky. Robin a sorti une carte de sa mallette et me l'a tendue. Bob, je pense que lorsque tout cela sera terminé, tu devrais vraiment parler à quelqu'un, dit-elle. Cette conseillère est, à mon avis, la meilleure du secteur. Je pense vraiment que tu devrais l'appeler. J'ai regardé la carte et j'ai noté le nom, Dr. Jamie Bronson. Je l'appellerai dès que je rentrerai chez moi, ai-je dit. Elle a répondu, bonne idée. Je leur ai serré la main et j'ai ramassé ce que James m'avait donné, puis je suis rentré chez moi. Une fois arrivé, j'ai appelé le Dr. Bronson et j'ai pris rendez-vous avec elle mercredi prochain. Puis j'ai entrepris les tâches dont nous avions discuté au cabinet de Robin. Dimanche, 13h05, domicile de Bob et Donna Carson. Il était un peu plus de 13h lorsque la porte s'est ouverte et que Donna est entrée, portant une valise, sa mallette, un sac de voyage dans un porte-bagages à roulettes et un grand sac de vêtements. Elle a tout posé près du canapé et m'a regardé en souriant. Son sourire a lentement disparu lorsqu'elle a vu tout ce qui était posé sur la table de la cuisine devant moi. « Assieds-toi, Donna, dis-je calmement. Il faut qu'on parle. Je dois d'abord prendre une douche et tout ranger, dit-elle. Ça peut attendre? Non, Donna, ai-je dit fermement. Il faut qu'on parle, maintenant. Mais, j'ai dit, assieds-toi, Donna. J'ai beuglé. Elle a reculé devant mon agression verbale. Je n'avais jamais haussé la voix de la sorte avec elle depuis toutes ces années que nous étions ensemble. Elle s'est approchée lentement de la table de la cuisine, regardant tout ce que j'avais étalé.
Elle a tiré une chaise et s'est assise. Qu'est-ce que c'est que tout ça, demanda-t-elle. J'ai ignoré sa question. Dis-moi quelque chose, Donna, ai-je dit. C'est bien toi que j'ai vu à Oklahoma City la semaine où tu as prétendu être à Houston, n'est-ce pas? L'expression choquée de son visage a changé et la Donna qui était assise en face de moi est devenue quelque chose que je n'ai pas reconnu. Oui, c'est vrai, dit-elle calmement. J'ai été surprise de te voir là et je m'attendais presque à ce que tu fasses quelque chose. C'est une bonne chose que tu ne l'aies pas fait. Ces types t'auraient écrasé. Au fait, comment m'avez-vous reconnu? Tu peux porter tous les déguisements que tu veux, Donna. Ou plutôt, dis. Mais rien ne peut changer ton visage. Je te reconnaîtrai n'importe où, lui ai-je dit. Alors, est-ce que tu allais me parler des 3 avortements que tu as eus? En fait, il s'agissait de 4 avortements, a-t-elle dit. Le premier a eu lieu quelques mois avant notre mariage. L'un de ces enfants était-il le mien, ai-je demandé. Peut-être, a-t-elle répondu. Peut-être. Je n'en sais rien. J'ai été avec beaucoup de gens différents. Je ne voulais pas prendre le risque de te présenter un enfant qui n'était manifestement pas le tien. En outre, je ne voulais vraiment pas avoir à m'occuper d'un enfant. C'est mon choix, après tout. J'ai hoché la tête. Oui, je suis d'accord, c'est ton choix, ai-je dit. Mais c'est aussi mon choix de ne plus jamais vouloir te toucher. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Je sais que ça fait au moins 5 ans. Cela dure depuis avant nos fiançailles, dit-elle. Au début, c'était une fois tous les 2 mois environ, puis c'est devenu mensuel. Finalement, je le faisais chaque fois que je n'étais pas en ville. Au début, j'organisais tout moi-même. Puis j'ai rencontré Harry Stanton et tout a changé. Pourquoi, ai-je demandé en secouant la tête. C'est facile, dit-elle. J'aime le sexe. J'aime le sexe. Ne te méprends pas. Tu es un mari formidable et un partenaire merveilleux. Mais il y avait une différence. Tu m'as fait l'amour. Ils m'ont juste traité différemment. J'ai adoré ça. Ça n'avait rien à voir avec toi et ça n'a jamais changé ce que je ressentais pour toi. Je t'aimais. Je t'aime toujours. Je ne t'ai jamais renié et rien de ce que j'ai fait ne t'a blessé. Alors maintenant que tu le sais, ça ne sert à rien que je le cache. Tu penses que rien de ce que tu as fait ne m'a blessé? Tu crois que rien de ce que tu as fait ne m'a fait de mal? Tu m'as donné une MST. Tu leur as dit que tu avais été avec moi ou tu as aussi menti à ce sujet? Je suis vraiment désolé pour ça, dit-elle. Je pensais qu'une fois que j'aurais été vacciné, tout irait bien. Et non, je ne t'ai pas mentionné comme l'un de mes partenaires. Eh bien, il est évident que vous n'alliez pas bien, ai-je dit. Combien de temps prévoyais-tu de continuer à faire ça? Je ne sais pas, dit-elle. Peut-être quelques années. Je me disais qu'une fois que j'aurais économisé quelques millions, je pourrais prendre ma retraite et nous pourrions alors partir en croisière et reprendre contact. Je suppose que cela n'arrivera pas maintenant, n'est-ce pas? Non, lui ai-je répondu. J'ai déjà fait rédiger les papiers du divorce. Tu ne feras pas ça, dit-elle avec un sourire en coin. D'une part, tu n'as pas le courage de divorcer. D'autre part, je t'enterrerai dans un divorce. Je te prendrai tout ce que tu possèdes. C'est ce que tu penses, demandai-je. Nous verrons bien. J'ai regardé vers l'avant de la maison et j'ai crié. Très bien, vous pouvez sortir maintenant. Instantanément, la porte de mon bureau s'est ouverte et 5 personnes sont sorties. Donna a levé les yeux, surprise. James s'est approché de Donna et l'a regardée de haut. Donna Carson, dit-il en lui tendant une enveloppe. Vous avez été servi. Je lui ai tendu un stylo. Si j'étais toi, je signerais ça maintenant pour qu'on puisse mettre fin à ce simulacre de mariage, ai-je dit. Je ne signerai pas, a-t-elle dit. Je me battrai contre vous à chaque étape du processus. Cela risque d'être un peu difficile, car le FBI va geler vos fonds, ai-je dit. Elle m'a regardé, choquée. Le FBI, a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Oui, lui ai-je dit. Je vous présente l'agent spécial Jones et l'agent Smith. Ils vont vous mettre en garde à vue. J'ai cru comprendre qu'ils avaient un mandat d'arrêt contre vous. Alors, signez les papiers maintenant. Dans 60 jours, tout sera terminé et vous pourrez vous concentrer sur votre défense. Je la voyais se dégonfler au fur et à mesure que je parlais. En tremblant, elle a pris le stylo et a signé les papiers. James a été témoin de sa signature et a apposé son cachet de notaire, puis il les a repris. Je vais les apporter à Madame Hawkins, a-t-il dit. 2 autres personnes, les parents de Donna, se sont approchés pour regarder Donna. C'est sa mère qui a pris la parole en premier. Donna, j'ai tellement honte de toi, dit-elle. Comment as-tu pu faire ça à Bob? Je ne fais que suivre tes traces, mère, a craché Donna. Son père et moi avons regardé la mère de Donna, choqués.
C'est toi qui m'as dit que je devais prendre tout ce que je pouvais avoir. C'est vrai, Denise, demande son père, Ralph. Denise a bafouillé pendant quelques secondes, mais n'a rien dit de cohérent. Nous en parlerons quand nous rentrerons à la maison, Denise, lui dit-il. Il m'a regardé avant de reprendre la parole. Je suis désolé pour tout cela, Bob, dit-il. Je n'en avais aucune idée. Nous avons toutes les affaires de Donna et elle pourra venir les chercher chez nous quand elle le pourra. Faites-nous une faveur et restez en contact, d'accord? Je le ferai, Ralph, ai-je dit en lui serrant la main. Je lui ai serré la main et je l'ai remercié. Je les ai regardés partir. Après que la porte se soit refermée derrière eux, l'agent Jones a pris la parole. Donna Carson, vous êtes en état d'arrestation pour conspiration, racket et trafic. Veuillez vous lever, vous retourner et placer vos mains dans le dos, a-t-il dit. Donna a suivi ses instructions et m'a regardé fixement pendant que Jones lui lisait ses droits Miranda. Une fois qu'elle a été menottée, ils l'ont emmenée dehors. James m'a regardé après leur départ. Ça s'est bien passé, dit-il avec un sourire tordu. Ça va? Oui, James, ça va aller, ai-je répondu. Il a hoché la tête, puis m'a tendu la main. Prends soin de toi, Bob, a-t-il dit alors que nous nous serrions la main. Épilogue, 6 mois plus tard. Le divorce s'est déroulé sans encombre, en grande partie grâce au travail de Robin et aux accusations criminelles portées contre Donna. Les autorités fédérales ont arrêté un certain nombre de personnes dans l'opération de Stanton, y compris Stanton lui-même. Après quelques mois d'enquête, les procès ont commencé. Donna a été considérée comme risquant de s'enfuir et s'est vue refuser la libération sous caution. Le tribunal lui a accordé suffisamment de fonds pour payer sa défense. À la fin du procès, elle avait dépensé plus des 3/4 de ses économies pour payer son équipe de défense. Je lui ai parlé une fois après son arrestation. Lorsque les documents définitifs du divorce sont arrivés, je suis allé la voir à la prison du comté où elle était détenue. Ils l'ont fait sortir avec des chaînes et l'ont attachée à la table en face de moi. Elle avait l'air d'avoir perdu du poids et avait des poches sous les yeux. Tu as une mine affreuse, Donna, ai-je dit. Ouais, eh bien, l'orange n'est pas exactement ma couleur, a-t-elle dit. Qu'est-ce que tu veux? Toujours aussi provocante, je vois, ai-je dit. Je voulais juste savoir si tu avais reçu les papiers du divorce. Je les ai reçus aujourd'hui, a-t-elle dit. Vous savez, j'ai eu l'occasion de regarder certaines de vos vidéos, lui ai-je dit. Ça t'a plu? Me demande-t-elle avec un sourire en coin. Non, en fait, je les ai trouvées plutôt dégoûtantes, ai-je dit. Peu importe, dit-elle en haussant les épaules. J'étais curieux de savoir quelque chose, lui ai-je dit. J'ai remarqué qu'ils commençaient tous de la même façon, un petit gars dégingant débattu, déshabillé et attaché à une chaise avec une cage sur lui. C'est ton idée? En fait, oui, dit-elle d'un air suffisant. C'est censé me représenter ou quelque chose comme ça. Ai-je demandé. C'est ce que tu voulais vraiment me faire? Oui, c'était mon idée, a-t-elle dit. J'ai pensé à te faire ça plusieurs fois. C'était un de mes fantasmes de longue date, et j'ai vraiment pris mon pied. Tu ne pensais vraiment pas que je serais restée assise là et que je t'aurais laissé me faire quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Je ne sais pas, dit-elle. Peut-être. Eh bien, c'est une bonne chose que vous n'ayez jamais essayé, ai-je dit. Je n'ai jamais frappé une femme de ma vie, mais je pense que si tu avais essayé quelque chose comme ça, j'aurais été très tenté de te faire du mal. Elle m'a regardé, choquée. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai entendu des histoires sur ce que Stanton et toi avez fait à certaines de ses filles, ai-je dit. Comment peux-tu vivre avec toi-même? Quoi, je suis censé me mettre à pleurer, peut-être dire que je suis désolé et implorer le pardon, m'a-t-elle craché dessus. Je secoue la tête. Non, je m'attendais à cela de la part d'un être humain. Ou du moins, d'une créature dotée d'une conscience. Mais nous savons tous les deux qu'aucun de ces termes ne vous décrit, n'est-ce pas? Vous savez, à la réflexion, je pense que c'est une bonne chose que vous n'ayez jamais eu d'enfant. Tu as été une épouse épouvantable, et tu aurais été une mère tout aussi épouvantable. J'ai cru lire un peu de tristesse dans ses yeux, mais je m'en suis moqué et j'ai continué. Pourquoi ne fais-tu pas une faveur à l'humanité et ne disparais-tu pas? Ai-je demandé. Ses yeux s'écarquillent. Le monde a suffisamment de problèmes, il n'a certainement pas besoin que vous gaspilliez de l'air précieux. Je me suis levé et me suis préparé à partir. Mon Dieu, je t'ai transformé en monstre, n'est-ce pas? Demanda-t-elle. Tu me détestes vraiment, n'est-ce pas? Tu t'en es rendu compte toute seule? Demandai-je. Oui, en effet, je te déteste de tout mon être. Grâce à toi, je pense que je n'aimerai plus jamais une autre femme et que je ne lui ferai plus confiance. J'espère que cela en valait la peine pour toi. Profite du reste de ta misérable vie. Au revoir.
J'ai tourné les talons et je suis parti. J'ai cru l'entendre sangloter, mais je m'en moquais. Je voulais la blesser avec mes mots, et j'espérais que ce que j'avais dit avait porté ses fruits. Peu après cette dernière rencontre, Donna s'est transformée en témoin de l'État, disant aux autorités fédérales tout ce qu'elle voulait savoir. Dans le cadre de son accord, elle a plaidé coupable pour certains des chefs d'accusation les moins graves et a été condamnée à 5 ans de prison. James m'a dit qu'elle passerait probablement la majeure partie de cette période en isolement dans un lieu tenu secret. Grâce à son témoignage, Stanton a été condamné à 105 ans de prison. Le fait de savoir qu'il serait en prison pendant la majeure partie du siècle à venir m'a fait sourire. Les autres membres de son équipe ont également été condamnés à de lourdes peines. Ralph et Denise se sont séparés pendant quelques mois après la confrontation dans ma maison. Elle prétendait ne jamais l'avoir trompé, mais il avait beaucoup de mal à la croire. Ils ont failli divorcer, mais elle l'a convaincu de suivre une thérapie conjugale avec elle. Ils sont toujours ensemble, mais les choses sont un peu tendues entre eux. Je suis allé de l'avant et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour exorciser Donna de ma vie. J'ai vendu la maison et j'ai acheté un appartement près de mon travail. J'ai commencé à faire de la gym quelques jours par semaine pour me remettre en forme. Je suis sorti avec quelques personnes, mais je n'ai jamais ressenti de lien avec aucune d'entre elles. J'ai commencé à consulter le Dr Branson, qui m'a aidé à résoudre beaucoup de mes problèmes, mais je sais qu'il me reste encore beaucoup de chemin à parcourir. À moins d'être passé par là et d'avoir marché quelques kilomètres à ma place, vous n'avez aucune idée de ce que c'est que d'apprendre que la personne en qui vous avez mis votre amour et votre confiance pendant des années vous a trahi comme Donna l'a fait avec moi. Mais les choses vont un peu mieux. J'ai mon travail, mon nouvel appartement, ma liberté, et j'ai remarqué que certaines femmes au travail ont commencé à s'intéresser au nouveau moi. Oui, j'ai encore quelques problèmes à régler, mais qui sait ? Demain est un autre jour, après tout.